Salut à tous, aujourd'hui résumé, débriefing de la conférence d'Apple qui a eu lieu pour le WWDC 2017. Alors cette conférence tous les ans elle est organisée en juin pour les développeurs pour leur présenter les nouveaux OS, les nouveautés de leurs OS et leur proposer des nouveaux kits de développement. Parfois la conférence n'a que pour sujet principal les nouveaux OS, mais il arrive qu'Apple présente de nouveaux produits lors de ces conférences. Et cette fois-ci ce fut le cas. Donc je vais revenir dans cette vidéo sur les nouveautés logicielles et après je vous parlerai des nouveautés matérielles qu'Apple a proposées lors de cette conférence. Bon, tout d'abord, commençons par les OS. Apple a proposé une nouvelle mise à jour de macOS. Le précédent, c'était macOS Sierra. Le nouveau, c'est macOS High Sierra. Donc, ils considèrent peut-être que c'est une simple amélioration du macOS précédent. Et c'est un peu le cas quand même. Donc la mise à jour sera disponible en automne gratuitement. Ce nouveau macOS proposera un nouveau gestionnaire de fichiers, une sorte de gestionnaire intelligent plus autonome, une compression plus performante de la 4K. Apple promet ici de compresser les vidéos en streaming, notamment 4K, tout en conservant la qualité d'image. Metal 2 amélioré, qui permettra d'améliorer encore plus les performances graphiques sur Mac. Le support de la réalité virtuelle sur Mac, donc intéressant pour ceux qui bossent dedans. Le logiciel photo, ce logiciel nommé basiquement Photo, vous permettra de trier plus facilement et automatiquement vos photos pour les retrouver plus aisément. Sinon, la fonction de retouche photo intégrée à l'app a été revue et améliorée. On commence à se rapprocher un petit peu d'un logiciel de retouche de photos semi-pro. Ça, c'est très intéressant aussi. Sinon, du côté de Safari, il y a eu vraiment du changement. Safari permet désormais de bloquer automatiquement le contenu publicitaire vidéo qui s'affiche sur votre écran. Donc vous pouvez le retirer si vous voulez continuer à avoir ce genre de type de publicité, mais Safari le bloque. Ces vidéos ne se lancent plus automatiquement. Et également, ce qui peut être assez violent pour ceux qui proposent du contenu publicitaire, le traçage ne sera maintenant plus possible en passant par Safari apparemment. Safari vous garantira une confidentialité dans vos achats, etc. et vous ne verrez plus nécessairement des pubs basées sur vos recherches précédentes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, ils ont présenté un Siri amélioré et d'autres petites optimisations, la possibilité de faire des tableaux dans les notes, les messages dans le cloud, donc vos messages ne sont plus sauvegardés sur l'appareil mais sont sauvegardés dans le cloud. La possibilité aussi, par exemple, de faire des screens, de prendre une photo lorsque vous êtes en visio FaceTime. Voilà, donc c'est à peu près tout. Alors maintenant, du côté de WatchOS. WatchOS a subi quelques petites améliorations, notamment concernant le sport et la natation, plus particulièrement. Donc, quelques cadrans ont fait leur apparition, notamment des cadrans Toy Story et quelques petites améliorations design et fonctionnalités. Sinon, du côté de tvOS, la grosse nouveauté, c'est l'arrivée de Amazon Prime Video sur l'Apple TV. Voilà, et c'est tout. Je crois que c'est tout ce qu'il y a eu sur tvOS. Sinon, du côté de iOS, c'est là où il y a eu le plus de nouveautés, je trouve, et notamment sur iOS pour iPad. Alors sur iOS pour iPad, il y a vraiment eu du neuf, mais je vais d'abord commencer par vous parler de iOS en général, de iOS 11. Je vais d'ailleurs essayer prochainement de faire une vidéo, si j'ai le temps, où je testerai iOS 11 pour vous montrer vraiment les fonctionnalités de iOS 11 sur iPad et sur iPhone. Donc de manière générale, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Il y a eu du nouveau déjà dans Messages. Déjà le design a été un petit peu repensé pour l'intégration des stickers, qui sont apparemment de plus en plus utilisés. Donc maintenant ils sont beaucoup plus accessibles. Et il y a eu aussi l'intégration plus prononcée de Siri, qui vous permettra justement d'avoir un clavier beaucoup plus intelligent, qui sera basé sur vos recherches précédentes. Donc apparemment Siri apprendra et vous proposera des mots que vous avez lus sur des pages web par exemple, et qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Autre nouveauté dans Messages, il y a également l'intégration d'Apple Pay. Facebook avait déjà fait ça dans Messenger, enfin c'est pas encore déployé, mais Apple le déploie là. Apple Pay dans Messages, cela vous permettra tout simplement d'envoyer une somme d'argent à quelqu'un et de payer avec Apple Pay, avec la reconnaissance de votre empreinte digitale. Vous pourrez également envoyer des cartes cadeaux, donc vous saisissez la somme, vous envoyez la somme à quelqu'un qui pourra effectuer des achats en ligne ou alors virer ça sur son compte. A noter que Messages est également plus intelligent concernant le paiement comme ça avec Apple Pay. Ainsi, il suffira simplement que quelqu'un tape dans la conversation au fait, tu peux me passer mes 20 € par exemple, et vous aurez tout de suite la possibilité de payer avec Apple Pay. Le message sera reconnu et on vous proposera de payer ces 20 € directement avec Apple Pay. Donc du côté de l'OS, Siri a été fortement amélioré, il est beaucoup plus apparemment vif. Il peut également traduire des phrases, vous pouvez demander à Siri de traduire des choses, donc ça c'est intéressant aussi, dans plusieurs langues.
Il y a un nouveau centre de contrôle personnalisable, un centre de contrôle donc avec plusieurs choses comme la calculatrice, etc. D'ailleurs, la calculatrice dispose d'un nouveau design avec des touches rondes. Donc ce centre de contrôle vous permet de régler le volume, d'activer le Bluetooth, etc. Mais vous pouvez le personnaliser, vous pouvez déplacer les choses et en intégrer de nouvelles apparemment. Donc voilà, un léger redesign général, l'arrivée d'un nouvel App Store. Alors là, nouvel App Store complètement repensé avec une page d'accueil avec des propositions d'applications et de nouveautés, un onglet directement dédié aux apps de jeux, donc un onglet jeux, séparé des autres apps, on voit l'importance que les apps de jeu ont dans l'App Store, et un onglet application, un onglet recherche, un onglet mise à jour, et un onglet recherche. Donc le design a été revu, il se rapproche un petit peu de ce qu'on connaît dans Apple Music, avec des choses un petit peu plus grosses. Le rendu est plutôt intéressant, je vous montrerai. L'application Notes a été encore améliorée, avec la possibilité, comme je vous le disais, de faire des tableaux, et aussi la possibilité de scanner. Oui, adieu les applications de scanner. Les pauvres, ça va faire très très mal, parce que j'ai eu l'occasion de le tester. Le scanner marche très bien. Vous scannez et ça vous sort directement votre document scanné en PDF, et avec un iPad Pro, vous pouvez désormais le signer directement avec le stylet. Vous scannez, vous signez, vous envoyez le PDF. Il y a eu aussi une grosse avancée sur le logiciel photo. Vous aviez déjà la possibilité de faire des flous artistiques derrière. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et désormais, vous avez la possibilité de faire des photos en pose longue. Pour ceux qui ne connaissent pas, la pose longue, c'est une photo, je ne sais pas si vous en avez vu, qui vous permet d'avoir les nuages étirés ou l'eau de manière un petit peu brumeuse. En fait, ça prend en continu l'image et ça donne un effet assez sympathique, un effet assez professionnel. Donc maintenant, Apple le propose directement de manière logicielle. Ainsi, à partir d'une live photo, vous savez, ces photos qu'on peut prendre avec les derniers iPhones, des photos animées, eh bien, vous aurez la possibilité de constituer une pause longue. Vous aurez également la possibilité de sélectionner dans cette live photo le moment que vous souhaitez afficher en photographie, donc ça c'est pas mal. Vous avez aussi la possibilité de la mettre en avant, en arrière, la photo, c'est-à-dire le mouvement dans un sens puis dans l'autre pour faire des animations assez sympas, etc. Donc le logiciel photo a encore fait un bond en avant. On commence à avoir beaucoup de possibilités pour photographier de manière quasi professionnelle, attention, pas encore professionnel, hein, je veux pas m'attirer la foudre des photographes pros, mais il faut reconnaître que ces fonctionnalités apportent franchement du cachet à ces photos amateurs de très bonne qualité. Et un truc qui était super attendu, et notamment sur l'iPad, c'est l'arrivée d'un gestionnaire de fichiers. Enfin un gestionnaire de fichiers. Je vous mets la vidéo en lien dans le descriptif, mais j'en parlais, ça faisait partie de mes grosses attentes pour cette conférence, l'arrivée d'un gestionnaire de fichiers. Donc ce gestionnaire de fichiers vous permettra de gérer les fichiers, de les trier, de gérer également iCloud, Dropbox, etc. Vous pouvez gérer plusieurs services de cloud à la fois, donc ça c'est très intéressant, ils se sont un peu plus ouverts, et vous pourrez surtout ranger, organiser, retrouver très facilement vos fichiers. Et ça va s'avérer très très utile, notamment sur l'iPad, avec les fonctionnalités que je vais vous décrire juste après. Donc voilà, maintenant parlons de l'iPad, c'est lui qui a le plus profité peut-être des améliorations de iOS 11. L'iPad commence enfin à devenir quelque chose qui ressemble à un produit hybride entre un PC et une tablette. Là, ils ont vraiment fait une grosse avancée, je trouve. Avant, ça traînait, mais là, je suis vraiment content du résultat. Donc, avec l'arrivée de son gestionnaire de fichiers, le multiscreen qui est vraiment amélioré, vous avez la possibilité carrément de mettre une app sur le côté, non pas en écran partagé, mais de la glisser à un endroit de votre écran. Le glisser-déposer qui est poussé vraiment à son paroxysme. Vous pouvez vraiment tout glisser et déposer de ce que j'en ai vu. Vous pouvez déplacer des photos, les poser dans un fichier, les poser dans Notes, etc. Vous pouvez, par exemple, au lieu de faire un copier-coller, sélectionner une zone sur un site web par exemple, la glisser et la déposer dans un fichier genre page, un fichier texte ou autre. Donc ça c'est vraiment très intéressant, ça a l'air d'être très ludique. Je vais le tester sur l'iPad. Et il y a surtout l'arrivée d'un dock. Oui mes amis, l'arrivée d'un dock, enfin. L'iPad a un dock, un vrai dock. Un dock comme celui qu'on trouve à peu près sur le Mac. Donc ce dock, vous pouvez désormais mettre dedans une multitude d'applications pour constituer vraiment un dock des applications que vous utilisez le plus fréquemment, et comme ça en glissant déposant vous pouvez vraiment gérer les choses de manière assez optimale et assez ludique. Rajoutez à ça le scanner dont je vous parlais tout à l'heure, un Apple Pencil, et c'est parti, vous avez quelque chose de très pro. Qu'est-ce que vous avez eu aussi comme nouveauté? Il y a eu le clavier un petit peu plus intelligent, un clavier amélioré, qui vous permet, lorsque vous glissez directement sur les touches, sur les lettres, d'avoir accès aux accents, aux options ou aux symboles particuliers. Donc ça c'est vraiment ce que j'attendais pour l'iPad. Je pense que l'iPad Pro va commencer à devenir une tablette, un hybride très intéressant pour les étudiants mais aussi pour le milieu créatif,
tout comme le milieu professionnel. Là, avec l'arrivée de ce gestionnaire de fichiers, du multitâche très intéressant, parce que vous avez aussi, j'ai oublié de le dire, une fenêtre multitâche qui vous permet d'afficher toutes les apps qui sont ouvertes en même temps, un petit peu comme sur un Mac, et avec le centre de contrôle sur la droite qui vous donne accès aux options, au Bluetooth, etc. Tout ça est très bien constitué, je trouve, et ça ne présage que du bon pour l'avenir de l'iPad, qui vient de franchir, comme je le pense, une nouvelle étape. Sinon, du côté d'iOS, je reviens dessus, il y a eu quelques petites nouveautés intéressantes, notamment l'intelligence de Safari et de Siri. Quand vous réservez quelque chose, on vous propose directement de le mettre dans votre calendrier. Lorsque vous avez un nouveau produit Apple et que vous le posez à côté d'un autre produit Apple, il peut détecter les réglages de ce produit pour justement les dupliquer sur votre nouveau produit pour que vous ayez exactement les mêmes réglages. Et il y a eu d'autres améliorations, notamment concernant Plan, CarPlay, le logiciel destiné aux véhicules. Votre smartphone désormais s'éteindra automatiquement, enfin sera inaccessible lorsque vous conduisez. L'OS détectera directement lorsque vous êtes dans votre voiture. Pour ceux qui veulent savoir, on peut quand même le déconnecter ce truc. Il y a eu aussi une annonce concernant la réalité augmentée. On savait qu'Apple s'intéressait énormément à la réalité augmentée. Eh bien, ils viennent d'officialiser ça en proposant un kit de développement réalité augmentée aux développeurs. Donc le ARKit permettra aux développeurs de travailler sur la réalité augmentée. Il y a eu une petite présentation de réalité augmentée, notamment en simulant des objets posés sur une table. Il y avait même une lampe avec un effet d'ombre sur une tasse. C'était plutôt sympathique, hein, ça avait l'air d'être très précis. Ils ont aussi montré une sorte de scène de guerre futuriste sur une table. Un plateau, une sorte de plateau de jeu s'est déroulé sur la table et ils ont présenté donc à l'aide d'un iPad de manière totalement virtuelle des petits personnages, une bataille qui se produisait sous les yeux du public. Donc ça, le rendu était vraiment assez bluffant. Moi j'ai trouvé ça pas mal du tout, à voir justement ce que les développeurs pourront produire. Il faut noter que tout ça, tous ces logiciels, tous ces OS sont encore en version bêta. Il faudra quand même attendre octobre pour voir arriver les vraies nouveautés. Tout n'a pas encore été dit, je pense, et tout ça va être fortement amélioré. Donc peut-être que pendant l'été, il y en a qui vont développer des trucs assez sympas dessus. J'attends ça avec impatience. Sinon, cette conférence a été aussi l'occasion pour Apple de présenter de nouveaux produits matériels cette fois-ci. On a eu le droit à une mise à jour des Mac, donc les iMac ont vu leur puissance revue à la hausse, avec une mise à jour matérielle importante. Je vais pas aller dans le détail, je vous laisse aller voir sur le site d'Apple. Sachez quand même que les prix vont de 1299 € à 1699 € pour l'iMac de 21,5 pouces, et qu'il faudra quand même compter de 2099 € à 2599 € pour l'iMac de 27 pouces. Le MacBook 12 pouces a aussi été enfin mis à jour, donc avec encore plus de puissance, et les prix vont de 1499 € à 1799 €. Avec 256 Go de stockage de base. Et je l'avais pas dit, et 1 Tera pour les iMac de base. Les MacBook Pro ont également subi une mise à jour. Donc pour les modèles sans touch bar, vous avez le modèle 13 pouces et le modèle 15 pouces. Donc celui à 13 pouces est à 1499 € et celui à 15 pouces est à 1249 €. Avec 128 Go de stockage de base pour ce modèle 13 pouces et 256 pour le 15. Après vous avez les modèles avec touch bar, qui démarre quand même pour le 13 pouces à 1999 € et allant quand même jusqu'à 2249 € pour le modèle 512 Go. Du côté du 15 pouces, attention, ça fait aussi un petit peu mal, on a aussi 256 Go de base, mais il faudra quand même compter entre 2799 € et 3299 €. Et petite surprise qu'on n'avait pas prévue, Apple n'a pas parlé des Mac Pro, mais a parlé d'un nouveau iMac Pro. Un iMac totalement noir, avec un clavier noir et une souris noire, qui n'a pas vraiment été dévoilé car en fait il sortira en décembre. Ils ont juste annoncé qu'il avait une puissance phénoménale, hein, on a pu le voir. Je sais plus combien de cœurs, 12 cœurs, enfin je sais plus, un truc vraiment monstrueux. Je crois qu'il coûtera à peu près 5000 € d'entrée de gamme, hein. C'est vraiment le truc pour les professionnels. 5000 € quand même. On n'est clairement pas la cible d'Apple pour cet iMac, hein, vous l'aurez compris. Sinon, du côté des iPads, alors l'iPad a subi une nouvelle modification avec l'arrivée dans sa gamme d'iPad Pro d'un modèle de 10,5 pouces. Un modèle 10,5 pouces qui veut remplacer donc le modèle 9,7 pouces qui reste sur l'iPad de base. Donc ce nouvel iPad de 10,5 pouces, fortement optimisé justement avec le nouvel OS, il est accompagné d'un nouveau clavier bien sûr qui s'adapte, hein, un clavier Apple. Bon,
Il y a toujours leur clavier, moi je l'aime pas du tout, je le trouve pas du tout agréable. Heureusement, il y a des solutions tierces qui sont très intéressantes, notamment des claviers Logitech et Microsoft qui sont pas mal du tout. Donc les prix démarrent à 739 € pour l'iPad Pro, seul, hein. Il faudra rajouter la housse ou le clavier, ainsi qu'un stylet si vous en avez besoin, l'Apple Pencil, si vous, notamment vous faites du dessin ou si vous travaillez ou si vous aimez tout simplement prendre des notes avec un stylet. À noter que c'est vachement précis maintenant, ils ont réduit à je sais plus combien, mais il y a une très faible latence entre le stylet et l'écran. Apparemment c'est assez impressionnant. Les deux modèles d'iPad débutent à 64 Go, donc je vous ai dit le modèle de 10,5 pouces est commercialisé pour 64 Go à 739 € et le modèle de 12,9 pouces à 909 €. Concernant l'optique, ils ont désormais un appareil photo de 12 mégapixels avec une ouverture focale 1.8 et plein d'autres petites fonctionnalités qu'on retrouve sur les derniers iPhones. Il faudra quand même compter 1059 € pour l'iPad de 10,5 pouces si vous prenez en 512 Go, même si ça fait beaucoup de stockage, ça fait cher quand même. En 256 Go, il est à 839 €. Je le fais dans l'autre sens, hein. Je vais le faire dans le bon sens pour l'iPad de 12,9 pouces. L'iPad de 12,9 pouces, comme je vous l'ai dit, commence à 909 €, à 909 € pour 64 Go. Le modèle de 256 Go, à noter que le 128 a disparu, coûte 1009 € et le modèle de 512 Go coûte la modique somme de 1229 €. Sans clavier, sans housse et sans stylet. Donc ces nouveaux iPads, je pense, vont fortement intéresser les étudiants, les professionnels, comme je vous le disais, et les créateurs de contenu, les photographes, les dessinateurs, etc. Avec la gestion de fichiers, le multitâche, etc., ça commence à devenir très intéressant. De nouvelles housses ont été également présentées par Apple, notamment une housse que je trouve assez sympa pour l'iPad, une housse dans laquelle on peut mettre l'iPad, une sorte de housse ouverte vers le dessus et qui vous permet également d'insérer votre Apple Pencil au-dessus. C'est un design assez joli que j'apprécie beaucoup. Très sympa tout ça, ça fait vraiment petit calepin nomade, c'est cool, c'est de très bon goût. Et sinon, ça aurait pu être tout, mais comme je vous l'annonçais dans ma vidéo précédente, il y avait d'énormes rumeurs concernant l'arrivée d'une enceinte intelligente. Et vous savez quoi? Ce fut le cas. Apple a en effet présenté une enceinte intelligente appelée HomePod. Le nom, on aime ou on n'aime pas, c'est un petit rappel à l'iPod. Là, c'est HomePod, c'est l'iPod de la maison, quoi. Donc cette enceinte intelligente a un système de son diffus, assez révolutionnaire apparemment, qui capte justement ce qui se passe dans la pièce, les objets, la superficie, pour diffuser un son de manière très homogène. L'enceinte peut également capter des personnes différemment placées dans la pièce, si j'ai bien compris, pour diffuser de la musique en ciblant une seule, une plus que d'autres, celui qui veut écouter la musique, et que l'autre soit moins dérangé justement par le son. À voir ce que ça donne. Mais franchement, s'ils y arrivent, c'est vachement intéressant. Cette enceinte intelligente est également équipée de Siri qui vous répond justement, et qui est reliée à Apple Music, forcément pour proposer du contenu musical. Vous n'avez plus qu'à parler à votre enceinte ou à la relier avec votre iPhone, peu importe. Elle exécute des tâches. Vous pouvez utiliser votre calendrier avec et utiliser toutes les options de Siri, je pense, dessus. Ils n'ont pas tout dévoilé de cette enceinte car elle sortira également en décembre. Donc j'attends de voir justement ce que ça va donner. Elle sera commercialisée à 349 $. J'ai pas vraiment le prix en euros, il faudra que je regarde. Mais en gros, Apple se lance dans la course des enceintes connectées, des enceintes intelligentes. Leur avantage ici, c'est que Siri est traduit dans de nombreuses langues, donc ils vont pouvoir la commercialiser un petit peu partout. Si aussi ça me revient, si vous êtes riche, vous pouvez acheter plusieurs HomePod, et ces HomePod se détectent entre eux pour proposer un son diffus de manière très homogène, ensemble. Concernant le design, il est très simple, il y en a beaucoup qui ont ri parce qu'on dirait une sorte de griffoir pour chat géant. Enfin géant, il est gros comme ça le truc. Mais moi j'aime bien, c'est disponible en blanc et en noir, à voir. Bon, après 349 $, peut-être 409 € chez nous, c'est un petit peu cher quand même pour moi. Mais j'attends de voir les retours, j'attends de voir justement vers où cette enceinte évoluera et ce qu'elle proposera à l'avenir. Voilà, c'est tout pour ce court résumé de la keynote WWDC 2017 d'Apple. J'espère que cette vidéo a été suffisamment claire et qu'elle vous a apporté suffisamment de réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein. Et tant qu'à faire, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut!